C'est notre fille, au chômage, j'entendis la voix de mon père venir de la cuisine, où il devait probablement verser une autre tournée de lait de poule pour les invités. Les guillemets étaient presque audibles dans son ton. Ça fait 2 ans qu'elle reste à la maison, à faire Dieu sait quoi sur cet ordinateur. Ma mère ajouta ce soupir déçu qu'elle avait perfectionné au cours des 24 derniers mois. On a payé Stanford pour ça. Au moins, Émilie a obtenu son diplôme de droit. Et Lorraine vient d'être nommée associée dans son cabinet comptable. Je me figeai dans l'encadrement de la porte, la tarte dans mes mains semblant soudain peser une tonne. Ma cousine Émilie, la parfaite, l'impeccable Émilie avec ses talons de créateur et son bureau d'angle à Manhattan. Et Lorraine, ma meilleure amie d'enfance, qui était devenue la success story préférée de mes parents, celle qu'ils brandissaient à chaque réunion de famille pour me rabaisser. Peu importait que j'ai travaillé 18 heures par jour ces 2 dernières années. Peu importait que j'ai à peine dormi, à peine mangé, à peine vécu en dehors des 4 murs de mon bureau improvisé. Parce que pour eux, si tu ne portes pas un costume, tu ne travailles pas. Si tu n'as pas de patron, tu es au chômage. Si ton succès ne correspond pas à leur définition, il n'existe pas. Je posai la tarte sur la table de l'entrée et pris une profonde inspiration. Les voix continuaient de la cuisine. Au moins, elle pourrait trouver un travail chez Starbucks ou quelque chose comme ça, ajouta tante Marie avec enthousiasme. Mon neveu y travaille, et il s'en sort très bien. On a essayé de lui parler, dit ma mère, et je pouvais facilement l'imaginer secouant la tête, serrant son verre de vin comme si c'était la seule chose qui la maintenait en équilibre. Elle s'enferme dans sa chambre avec son ordinateur portable. Je crois qu'elle est déprimée. Déprimée. Oui, bien sûr. Parce que créer quelque chose à partir de rien, verser son âme dans du code à 3 heures du matin, faire des présentations à des investisseurs qui te regardent comme une enfant déguisée, c'est ça, la dépression. Pas la passion. Pas la détermination. Pas cette obsession qui sépare les rêveurs des faiseurs. Je sortis mon téléphone, le consultant probablement pour la 100e fois de l'heure. Le message était toujours là, brillant sur mon écran comme un phare. Interview confirmée. CNN Business. 19h et ce soir. Ils veulent l'exclusivité. Ce soir. Dans exactement 37 minutes, mon visage allait apparaître à la télévision nationale. L'histoire allait enfin éclater, celle que je gardais secrète depuis des semaines, attendant le moment parfait. L'acquisition. La sortie. Le chiffre qui me faisait encore trembler les mains rien qu'en y pensant. Mais là, debout dans le couloir de la maison de mes parents, à les entendre réduire 2 années de sueur, de sang et de nuit blanche à un simple mot chômage, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas se briser, non. Se fissurer, comme quand la lumière passe à travers un prisme et que soudain, toutes les couleurs apparaissent. Je suis entrée dans la cuisine. 12 visages se sont tournés vers moi. 12 regards, la plupart pleins de pitié, certains curieux, quelques-uns ouvertement jugeurs. Émilie était là, perchée sur ses escarpins Prada. Lorraine fixait son téléphone, probablement en train de calculer une déduction fiscale dans sa tête. Oncle Franck en était déjà à sa 3e bière. Tante Marie serrait son collier de perles comme si j'étais venue le lui voler. Brenda, s'exclama ma mère, sa voix montant de 2 octaves comme à chaque fois qu'elle est surprise en train de dire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. On était juste en train de parler de moi. Oui, j'ai entendu. Je saisis la télécommande sur le comptoir. Ça vous dérange si j'allume la télé? Il y a quelque chose que je veux regarder. Mon père fronça les sourcils. On passe un moment en famille. Ça ne peut pas attendre? Crois-moi, répondis-je en appuyant sur le bouton d'alimentation. Tu vas vouloir voir ça. L'écran s'alluma, CNN Business. Parfait timing. L'animatrice terminait un segment sur les crypto-monnaies quand apparut la fameuse bannière Breaking News. Nous interrompons notre programme habituel pour un rapport spécial, annonça la présentatrice, son sourire professionnel éclatant et précis. Dans une révélation qui secoue la Silicon Valley ce soir, la mystérieuse fondatrice de Lurian Technologies vient enfin de révéler son identité. La cuisine devint silencieuse. Oncle Franck posa sa bière. Le téléphone d'Émilie glissa légèrement entre ses doigts manucurés.
Lurian Technologies, continua l'animatrice, la plateforme de cybersécurité propulsée par l'IA qui a conquis le monde de la technologie, vient d'être rachetée par Microsoft, dans ce que les sources qualifient déjà de l'une des plus grandes acquisitions technologiques de la décennie. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. C'était le moment. Celui où 2 années de secrets, de stratégie et de sacrifices devenaient enfin réels. L'écran passa à des images d'archives montrant le logo de Lurian Technologies, celui que j'avais dessiné sur mon iPad à 2 heures du matin, à moitié en transe entre la caféine et l'inspiration. Puis, la scène changea pour une configuration d'interview et là, j'étais à l'écran. Veste professionnelle, cheveux enfin coiffés, et cette expression sur mon visage qui se voulait confiante, mais qui ressemblait sans doute davantage à quelqu'un essayant de ne pas vomir. « Maman ?» Entendis-je quelqu'un murmurer, peut-être ma petite cousine Sarah. « Ce n'est pas. » « Ce soir, nous recevons, » disait la présentatrice, tandis que la version télévisée de moi-même restait parfaitement calme, la fondatrice et PDG de Lurian Technologies. « Dites-nous, vous êtes resté en mode furtif pendant 2 ans. Pourquoi révéler votre identité maintenant ?» L'interviewé moi esquissa un sourire, celui que j'avais répété 100 fois devant le miroir, celui qui disait « Je mérite cette place ». Parfois, la meilleure façon de construire quelque chose de révolutionnaire, c'est de le faire en silence. Loin du bruit, des opinions, de ceux qui disent que c'est impossible. Mon Dieu, souffla Lorraine. C'est Brenda. Lurian Technologies a commencé dans votre bureau à domicile, n'est-ce pas, poursuivit la journaliste. C'est exact. Juste moi, un ordinateur portable, et une idée qui m'empêchait de dormir. Les gens pensaient que j'étais folle. La Brenda de la télé fit une pause. Je me souvins que, ce jour-là, je pensais justement à cette cuisine, à cette famille. Et certains pensaient que je ne faisais rien du tout. Mais je savais ce que je construisais. Je savais que cela allait changer notre vision de la sécurité numérique. La caméra se rapprocha. Et maintenant, Microsoft a acquis votre entreprise pour 2,3 milliards de dollars. Qu'est-ce que cela vous fait ? Je n'attendis pas ma réponse à l'écran. J'étais déjà en train d'enfiler mon manteau près de la porte. Brenda, commença ma mère, le visage pâle, son verre de vin oublié sur le comptoir. Là, attends, balbutia mon père. Tu as vendu ton entreprise ? Ton entreprise ? La bouche d'Émilie était littéralement ouverte. Lorraine avait l'air d'avoir vu un fantôme. Tante Marie, elle, ne serrait plus ses perles, mais le plan de travail, comme si la pièce tournait. Je boutonnai lentement mon manteau. Qu'ils regardent. Qu'ils entendent le reste de l'interview, celle où je parlais de mon équipe d'ingénieurs, des algorithmes de chiffrement révolutionnaires, des partenariats avec les grandes entreprises du Fortune 500, celles qui nous payaient depuis 2 ans pendant que je vivais comme une moine pour tout réinvestir. Fille au chômage, hein ? Dis-je doucement, mais dans le silence absolu de cette cuisine, tout le monde m'entendit. Drôle. Ce n'est pas comme ça que le Wall Street Journal m'a appelé ce matin. Ni Forbes, ni TechCrunch. On ne savait pas, tenta ma mère. Non, vous ne saviez pas. Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé. Vous avez parlé de moi aux cousins, aux voisins, à quiconque voulait bien écouter, de votre fille décevante incapable de trouver un vrai travail. Je pris mes clés. Vous savez ce qui est vraiment triste ? C'est que j'ai voulu vous le dire. Tellement de fois. Ce que je construisais, ce que je créais. Mais chaque fois que j'essayais, vous me faisiez taire. Chaque conversation se transformait en sermon sur le gâchis de mon éducation, sur la carrière d'Émilie ou la promotion de Lorraine. Lorraine eut au moins la décence d'avoir l'air honteuse. Émilie, elle, restait figée devant la télé, où l'on montrait maintenant les bureaux de Lurian Technologies, ceux que j'avais ouverts 6 mois plus tôt, avec 40 employés, un chien de bureau et un bar à café capable de rendre Starbucks jaloux. 2,3 milliards, murmura oncle Frank, visiblement en train de calculer sa commission imaginaire s'il avait été mon agent immobilier. En réalité, corrigeai-je, c'était le chiffre bas obtenu par CNN. Le vrai est plus élevé. Mais honnêtement, l'argent n'est même pas la meilleure partie. Je sortis mon téléphone et montrai l'écran rempli de messages.
Et ça, c'est la meilleure partie. Des centaines de messages de jeunes femmes me remerciant de leur avoir prouvé qu'on n'a pas besoin de permission, ni d'approbation, ni de la définition du succès de quelqu'un d'autre. Ma voix se brisa un peu sur cette dernière phrase. 2 ans à encaisser les jugements, les murmures, les regards déçus, tout voulait sortir d'un coup. Une fille de 17 ans, dans le Nebraska, m'a écrit ce soir. Elle voulait abandonner son idée d'application parce que ses parents voulaient qu'elle devienne médecin. Mais après avoir vu mon interview, elle a changé d'avis. Ça vaut plus que n'importe quel chèque d'acquisition. Chérie, tenta mon père, mais je levai la main. J'ai un avion à prendre. Microsoft m'attend à Seattle demain matin pour le transfert. Puis j'ai des réunions à San Francisco avec mes investisseurs, ceux qui ont cru en moi quand je n'étais qu'une fille avec un ordinateur et un rêve. Je fis quelques pas vers la porte, puis me tournai. Oh, et maman? Tu m'as demandé ce que je voulais pour Noël. J'ai trouvé. Je voulais être vue. Vraiment vue. Pas comme votre fille au chômage, pas comme un projet à réparer, mais comme la personne que je suis réellement. La porte sous ma main semblait solide. Réelle. Comme tout ce que j'avais bâti. Brenda, attends. Cria Emily en accourant. Je suis désolée. On est tous désolés. On peut en parler? Je les regardais, cette famille que j'aimais malgré tout, ces gens qui m'avaient élevée, qui avaient cru m'aider avec leurs critiques. On pourra parler, oui. Mais pas ce soir. Ce soir, je vais prendre l'avion pour New York, m'installer dans un hôtel que je paie avec mon propre argent, et peut-être dormir enfin une nuit entière sans rêver en code. Je souris. Un vrai sourire cette fois. Joyeux Noël, tout le monde. Profitez de la tarte. Elle m'a coûté $14, rien comparé au budget traiteur de la fête de Noël de mon entreprise demain, mais bon, c'est l'intention qui compte, non? L'air froid de décembre me frappa le visage quand je sortis, et cela me sembla être la liberté. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Journaliste, investisseur, ancien camarade de Stanford qui, soudain, se souvenait de mon numéro, et même un message de mon tout premier investisseur, celui qui avait cru en moi quand je présentais mes idées depuis le garage de mes parents. Mais le message qui me fit m'arrêter sur le trottoir, celui qui me fit réellement monter les larmes aux yeux pour la première fois de la soirée, venait d'un numéro inconnu. Je vous ai vu à la télévision. Je suis mère célibataire, je travaille à 3 emplois et j'apprends le code la nuit. Vous venez de me montrer que c'est possible. Merci d'avoir été honnête sur vos débuts à la maison. Merci de ne pas avoir fait semblant que c'était facile. Merci d'avoir prouvé que les femmes peuvent le faire. Vous êtes mon héroïne. Je restais assise dans ma voiture, sans démarrer le moteur, simplement à respirer. L'interview passait encore sur mon téléphone, ils avaient déjà mis en ligne la version complète sur YouTube. Je me regardais à l'écran, parlant des nuits où j'avais pleuré d'épuisement, des refus d'investisseurs persuadés qu'une jeune femme ne pouvait pas bâtir une entreprise de cybersécurité, du moment où notre premier grand client avait signé et où j'avais littéralement dansé dans ma chambre à 3 heures du matin. Le fait d'être sous-estimé, disait la version télévisée de moi-même, c'est que cela vous donne quelque chose à prouver. Pas à eux, à vous-même. Chaque doute, chaque remarque me disant de trouver un vrai travail, ajoutait simplement du carburant à mon feu. La journaliste se pencha en avant. Que diriez-vous aux jeunes femmes qui, en ce moment même, ont une idée mais n'osent pas se lancer, par peur du regard des autres? Je me vis à l'écran faire une pause, choisir mes mots avec soin. Je leur dirais, lancez-vous quand même. En secret s'il le faut. Avec peur. Avec peu de moyens. Mais commencez. Parce que le monde a besoin de ce que vous allez construire, même si ceux qui vous entourent ne le voient pas encore. Et un jour, peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine, mais un jour, vous aurez votre propre moment de dernière minute à la télévision. Et ce sera tellement mérité. Mon téléphone sonna. Maman. Je laissai passer l'appel. Puis papa. Puis Émilie. Puis une discussion de groupe que Lorraine avait apparemment créée, Owen est désolé, avec une quinzaine de membres de la famille ajoutés dedans. Je leur répondrai. Plus tard. Demain, peut-être. Ou la semaine prochaine.
Quand la douleur se serait un peu estompée. Quand je pourrais parler sans sentir cette fissure dans ma poitrine prête à s'ouvrir. Mais maintenant? Maintenant, j'avais un avion à prendre, et un avenir à rejoindre. Un avenir que j'avais bâti moi-même, ligne par ligne, nuit après nuit, refus après refus, jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose qu'aucun mot, aucune critique, ne pourrait plus diminuer ni tourner en dérision. Je démarrai la voiture, m'éloignant de la maison où j'avais grandi, celle où j'avais passé les 2 dernières années enfermée dans ma chambre d'enfant à construire un empire pendant que tout le monde me croyait au chômage. Les lumières de Noël défilaient à travers la vitre rouge, verte et dorée, et je sentis enfin quelque chose en moi se détendre complètement. Mon téléphone vibra encore. Un autre numéro inconnu. Je viens de vous voir sur CNN. Je suis père de 3 filles. Je les ai toujours poussées vers des carrières stables. Votre histoire m'a fait comprendre que je devrais plutôt les pousser vers leurs rêves. Merci pour cette leçon. Vous avez changé ma manière d'être père ce soir. Je dus me garer sur le bas-côté. Les larmes vinrent alors pas de tristesse, ni de colère, mais celles qui viennent quand on relâche enfin tout ce qu'on a porté trop longtemps. Des larmes de soulagement. De victoire. Celles qui ont le goût du sel, de la liberté, et du fait d'être enfin comprises. 2 ans plus tôt, j'avais refusé une offre à 6 chiffres chez Google pour créer Lurian Technologies. Tout le monde m'avait prise pour une folle. Mes parents avaient même organisé une intervention, avec Émilie dans son tailleur d'avocate, présentant les faits sur les échecs des startups et les risques financiers. « Tu gâches ton avenir », avait dit mon père. Mais je ne le gâchais pas. Je le construisais. Brique par brique, ligne de code par ligne de code, échec après victoire, chute après envol. Je le construisais en quelque chose qui m'appartenait, que personne ne pouvait revendiquer, rabaisser ou attribuer à la chance. Juste ce que c'était, des années de travail acharné par quelqu'un qui refusait de se laisser enfermer par la vision limitée des autres. Le téléphone sonna encore. Cette fois, c'était Jessica, ma directrice technique, une ingénieure brillante que j'avais débauchée d'Amazon, et qui avait cru en ma vision quand ce n'était encore que des croquis sur un tableau blanc. « Chef !» Sa voix vibrait d'excitation. « Tu as vu Twitter ? On est en top tendance mondiale. #Luriantech, #WomenInstem, #Startup Success partout. J'ai vu. Et l'annonce du rachat, l'équipe est en folie dans le chat. Tout le monde pleure et fête, Elena a apporté du champagne au bureau même s'il est 9h du soir et qu'il n'y a que le gardien de nuit, et apparemment, il pleure aussi. Je ris d'un vrai rire, sincère, pour la première fois de la journée. Dis-leur de garder du champagne pour demain. Et dis à Elena qu'elle a intérêt à prendre le bon cette fois. Ça va, toi ? Demanda doucement Jessica. Je sais que ce soir, ce n'était pas juste à propos de l'annonce. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Jessica faisait partie des rares personnes à qui j'avais parlé de mes parents, de la pression constante pour trouver un vrai emploi, des Noëls passés à défendre mes choix pendant que les autres célébraient leur réussite conventionnelle. Oui, répondis-je. Je vais bien. Mieux que bien. Je suis libre. Et comment ? Rit-elle. Allez, file à l'aéroport. Microsoft t'envoie une voiture à Seattle, au fait un vice-président veut te rencontrer personnellement. Apparemment, tu es la plus jeune femme à leur avoir jamais vendu une entreprise de cette taille. Après avoir raccroché, je restai là un instant, regardant les lumières de Noël scintiller dans la nuit d'hiver. Quelque part derrière moi, dans cette maison, ma famille devait encore être regroupée devant la télévision, revoyant l'interview, essayant de réconcilier l'image de la fille qu'ils croyaient connaître avec celle de la PDG à l'écran. Ils finiraient peut-être par comprendre. Ou pas. Mais peu importait, j'allais bien. Parce que voici ce que j'avais appris en construisant Lurian Technologies alors que tout le monde me croyait sans emploi. Ta valeur n'est pas déterminée par ce que les autres en comprennent. Ton mérite ne diminue pas parce qu'ils ne le voient pas. Et ton succès n'a pas besoin de leur validation pour être réel. Il est réel parce que tu l'as construit. Il est réel parce que tu l'as vécu. Il est réel parce que tu as refusé de laisser la petite vision des autres limiter la grandeur de la tienne. Je pensais à cette jeune fille de 17 ans, quelque part dans le Nebraska, assise devant son ordinateur,
doutant d'elle-même, entendant dans sa tête ces voix lui dire que ce n'est pas réaliste, pas stable, pas un vrai métier. J'espérais qu'elle les ignorerait. Qu'elle construirait quand même. Qu'elle aurait, elle aussi, son propre moment de gloire un jour. L'aéroport était à 45 minutes. J'avais juste assez de temps pour y arriver, m'enregistrer, et peut-être prendre un café avant le vol. En entrant sur l'autoroute, mon téléphone recommença à vibrer, notifications, messages, appels de numéros inconnus. Journaliste. Podcasteur. Organisateur de conférences. Tout le monde voulait soudain entendre l'histoire de « la fille au chômage » qui avait bâti une entreprise d'1 milliard depuis sa chambre d'enfant. Je la raconterais, cette histoire. Pas pour me venger. Pas pour être validé. Mais pour chaque jeune, quelque part, assis avec un ordinateur et un rêve, se demandant s'il perd son temps, s'il devrait abandonner. Ton rêve vaut le risque. Ta vision vaut le sacrifice. Et un jour, si tu continues à construire, à croire, à persévérer, même quand tout le monde te croit folle, un jour, toi aussi, tu marcheras vers l'avenir que tu auras bâti de tes propres mains. Et ce sera la plus belle marche de ta vie. Merci d'avoir lu cette histoire. Laissez un like si elle vous a touché, abonnez-vous pour ne rien manquer, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres récits comme celui-ci. À bientôt.